Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le choc, la crise SVB suite, bien sûr. On va en discuter très largement avec nos deux invités en plateau dans un instant. Le directeur des investissements d'Amundi, Vincent Mortier, et l'associé gérant et cofondateur d'Axiom Alternative Investment, David Benamou, spécialiste des questions bancaires, seront avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Parmi les phénomènes de marché qu'on peut observer depuis le choc SVB, il y a des risques évidemment à surveiller. Le risque qui concerne la fuite des dépôts. Les grandes banques majeures américaines, les grandes banques systémiques sont en train de constater un afflux de déposants en provenance sans doute des banques régionales fragilisées par la crise SVB aux États-Unis. On parle d'afflux de dépôts qui se comptent en millions et peut-être en dizaines de millions de dollars chez les grandes banques majeures américaines. C'est donc un risque de fuite des dépôts à surveiller pour le tissu des banques régionales aux États-Unis. Et puis l'autre risque, qui est un risque de contagion, c'est le risque de taux et le risque de déconnexion entre la duration des actifs et les engagements au passif chez certains acteurs du système financier. Alors cette crise et ce risque de duration et de taux a été magnifié, exacerbé dans le cas de la crise SVB, mais le marché est en train de tester la solidité, la capacité d'absorption des différents acteurs face au choc de taux et la manière dont les portefeuilles sont couverts. En l'occurrence, on a vu notamment ce matin au Japon un stress qui s'est propagé au secteur bancaire, au secteur financier, avec des baisses de 7-8% pour de grands établissements financiers japonais. La Banque du Japon a précisé elle-même qu'elle était intervenue sur le marché actions hier soir en achetant pour environ 5 milliards de dollars d'ETF actions sur le marché japonais. Les précisions et le décryptage à suivre de nos deux invités dans un instant. Et puis, cette journée ne s'arrête pas à la crise SVB puisque à un peu plus d'une semaine de la prochaine décision de la Fed, nous aurons la publication du rapport mensuel de l'inflation américaine pour le mois de février qui soulèvera la question de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. Avec sa casquette de superviseur, de régulateur, la Fed doit gérer évidemment les risques pour la stabilité financière. Elle est engagée également depuis 1 an et plus maintenant dans la lutte contre l'inflation qui reste ou qui restait jusqu'à présent son objectif principal en matière de politique monétaire. Voilà donc pour les sujets du jour. Smart Bourse chaque jour à 12h30 en direct sur Bismart. Deux invités avec nous en plateau pour faire le point sur la situation et la crise SVB aux États-Unis et ses conséquences sur les marchés et sur l'économie. Vincent Mortier avec nous en plateau, le directeur des investissements d'Amundi. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour les gens. Merci d'être là. Et David Benamou à nos côtés également, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Bonjour David. Bonjour. Je commence avec vous David. Axiom, donc spécialiste de l'investissement bancaire à travers la dette bancaire, à travers les actions bancaires. Il y a dans ce monde jamais de petite crise bancaire, David, d'autant plus quand on est dans une configuration de resserrement monétaire historique, d'autant plus quand beaucoup des acteurs de marché aujourd'hui ont encore l'expérience de la grande crise financière de 2008. Donc, c'est un sujet qui mérite une vigilance importante et qui fait remonter le rythme cardiaque de tous les investisseurs de la planète depuis quelques jours. Partant d'une situation bancaire et d'une crise bancaire très spécifique aux États-Unis qui concerne des acteurs régionaux, spécifiques, avec des modèles bancaires spécifiques, avec des pratiques et une gestion du risque spécifique, là aussi, David. Est-ce que ce genre de crise, dans le monde actuel, peut se développer en une crise bancaire plus globale ? Alors, d'abord, en fait, SVB, c'est vrai que ce n'est pas une petite banque. C'est une banque qui, pour donner des proportions, en termes de bilan, c'est à peu près un tiers de la taille de Lehman. Donc ça reste quand même significatif.
C'est vrai que SVB, c'est une banque qui est très très particulière. Alors, on en a beaucoup parlé ces dernières journées médias, mais c'est vraiment voilà, une banque avec une très forte concentration de dépôts, dans une industrie qui consomme énormément de cash, hein, l'industrie de la technologie, et avec des pratiques bancaires qui proviennent en fait de dérogations qui ont été faites à la réglementation bâloise qui date de 2018. Hein, c'est Donald Trump qui a introduit un amendement en fait, au Dodd-Frank Act, et donc exonérant les banques de moins de 250 milliards de bilan, d'un certain nombre de contrôles de risque et d'un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a en revanche en Europe, même pour les petites banques. Donc il est clair qu'au moment où on parle, on a toujours des tensions très très fortes aux États-Unis et avec en fait un flight to quality qui se fait sur les dépôts, c'est-à-dire les dépôts des petites banques, les déposants des petites banques en fait se retournent vers les grandes. Alors, est-ce que ça peut se propager à l'Europe ou même plus globalement au reste du monde? Nous pensons que non, pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, il y a très peu d'exposition entre les banques européennes et les banques régionales américaines. Ensuite, on a en Europe une réglementation qui est extrêmement stricte sur les dépôts. D'ailleurs, on a eu le test avec Crédit Suisse au 4e trimestre de l'année dernière, puisque pour donner des ordres de grandeur, Crédit Suisse a perdu à peu près 130 milliards de dépôts en un trimestre l'année dernière, sans faire de pertes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, le book est hedgé, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Et aussi sans difficulté sur la liquidité, puisque Crédit Suisse a pu rembourser les dépôts avec, il y a en Europe et théoriquement, plus largement au plan bâlois, un dispositif de liquidité qui s'appelle le ratio de liquidité. Voilà, le ratio de liquidité, LCR, et celui de Crédit Suisse est passé de 190% à 140%. Donc même encore aujourd'hui, après cette énorme outflow qu'on a eu chez Crédit Suisse, voilà, la banque est encore en état de fournir la liquidité. Même le plus mauvais élève de la classe bancaire en termes de gouvernance en Europe, je le dis moi-même, Crédit Suisse, est capable d'absorber un choc que SVB n'a pas été capable d'absorber. Absolument. D'accord. Est-ce que ça suffit à se rassurer, David ? On sait qu'effectivement, le risque, c'est la perte de confiance généralisée. Est-ce qu'à ce stade, la rationalisation du risque bancaire tel que vous la présentez et le schéma de protection mis en place par les autorités de régulation aux États-Unis de manière assez rapide, est-ce que c'est suffisant pour rassurer les investisseurs qui ne semblaient pas l'être tant que ça encore hier, David? Non, aux États-Unis, visiblement, pas encore. Alors, le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif qui a été mis en place en fait assez rapidement. Il va être utile pour ces deux banques-là, mais il sera nécessairement, on devra nécessairement en fait le modifier si la crise s'étend. Bon. Si on a besoin de garantir plus de dépôts que ce qui est prévu aujourd'hui dans la garantie proposée. Exactement. Si d'autres banques régionales sont en difficulté. Et il faudra faire deux choses. Donc étendre ce dispositif de garantie et de protection pour assurer la survie, entre guillemets, du plus grand nombre de banques régionales. Et immédiatement après, surtout, ce qu'il faudra mettre en place, c'est un très grand chantier réglementaire pour mettre ces banques dans une situation de réglementation de base normale. Parce que ce qui s'est passé en termes de gestion de bilan est totalement hallucinant quand on voit ça d'un point de vue européen. C'est des banques qui, alors sous les 250 milliards de bilan, qui ne passaient même pas de stress test. Il n'y avait pas de test sur les ratios de liquidité, notamment, je crois, pour ces banques à moins de 250 milliards de bilan. SVB étant très proche quand même de ce seuil-là. Hein. Exactement. Et dont le CEO a fait plusieurs fois du lobbying pour repousser la limite au-delà des 250 milliards. Donc voilà, c'est des banques sur lesquelles vous n'avez pas de couverture. Donc la duration du book de SVB, c'était 6. Ce qui est totalement hallucinant en période de hausse de taux. Déconnexion totale, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ce qui s'est passé est... Alors c'est toujours facile de le dire après coup, mais en tout cas, n'est pas surprenant, surtout quand on compare aux pratiques et à la réglementation européenne. Sur le phénomène de fuite des dépôts qu'on observe et qu'il faudra quantifier évidemment, donc des banques régionales américaines vers les 5-6 grandes banques majeures systémiques, quel va être l'impact
pour les banques régionales, la profitabilité des banques régionales, et pour les 5-6 grandes banques majeures américaines qui visiblement sont en train de rappeler des gars le week-end pour pouvoir ouvrir les comptes qu'on leur demande d'ouvrir en urgence. Alors, ça va être assez terrible, mais d'un autre côté, ce qu'il y a d'amusant, c'est de faire juste un petit parallèle avec la réglementation et la valorisation. Donc, avant, une banque régionale, en fait, US, avec une réglementation très, très légère, c'était 20 fois les résultats. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est 5 fois les résultats. Et globalement, je pense que c'est un bon indicateur et ça pourrait même se détériorer parce que ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue funding, c'est que pour retenir les dépôts, les petites banques régionales vont devoir payer beaucoup plus les déposants et en revanche, JP Morgan et autres qui reçoivent des afflux massifs de dépôts ont probablement beaucoup moins besoin de rémunérer les dépôts. Donc ça va être clairement un transfert de profitabilité, on peut dire. Oui, c'est ça. Absolument, vers les grandes banques. L'autre risque qu'on surveille, donc c'est le risque de taux et de duration, vous l'avez très bien exprimé, effectivement, avec une déconnexion. Alors, sachant quand même que le métier de transformation, c'est aussi la base normalement du métier de banquier. Donc, il y a toujours cette déconnexion entre les engagements et la duration des actifs. Le tout étant de cadrer ça quand même dans les limites qui soient acceptables et normales. Ça n'était pas le cas chez SVB. Néanmoins, ce risque de taux, ce risque de déconnexion entre la duration des actifs et les engagements, on le retrouve dans d'autres institutions financières. Ça a été aussi un thème au cœur de la crise des fonds de pension britanniques, par exemple, en octobre dernier. On a vu ce matin quelques grandes institutions financières japonaises qui étaient, là aussi, par effet de contagion, un peu sous pression. Le marché va aller tester, regarder au plus près la manière dont ce risque de taux est géré aujourd'hui par les grandes banques. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? L'histoire, qui est vraiment très intéressante, en tout cas pour les banques européennes, c'est que il faut se souvenir que près 2008, les banques européennes étaient, enfin certaines d'entre elles, en particulier les banques allemandes, étaient des championnes de la transformation. Dexia était, voilà, typiquement le modèle économique de Dexia, c'était la transformation. Donc 2008 est passé par là, et puis évidemment la réglementation bâloise qui est venue complètement contraindre la transformation. Donc il y a évidemment le ratio de liquidité, il y a aussi ce qu'on appelle le Net Stable Funding Ratio, tout ça vient encadrer la possibilité de faire de la transformation pour des banques. Alors en Europe, la manière dont ça se passe, c'est que la possibilité d'avoir en fait vos livres de prêt non hedgés est très très limitée. C'est-à-dire que on pratique des stress tests périodiquement et la limite qui a été fixée par le régulateur, c'est un impact pour 200 points de base de mouvement de taux. Sur l'ensemble de la courbe, voilà, c'est ça ? Limité à 15% du CET1, donc du Core Equity Tier 1 de la banque. Voilà. Le ratio de solvabilité cœur de la banque. Exactement. Et si une banque est en situation de dépasser les 15%, le régulateur peut lui assigner des couches de capital complémentaires. Très clair. Donc, chez nous, mais c'est l'histoire. C'est parce qu'on a eu historiquement des problèmes avec la transformation. Il y a aussi la crise de la zone euro est passée par là. Et donc, c'est pour ça que le régulateur est beaucoup plus strict sur les couvertures de taux. Et donc, on est dans une situation très particulière en Europe. Les grandes banques américaines appliquent à peu près cette réglementation-là. La grosse différence, c'est les couvertures de taux qu'on trouve pas vraiment, en tout cas, ou beaucoup moins présente en fait qu'en Europe. Et puis l'autre zone, effectivement, c'est le Japon, les banques japonaises, où là, pareil, on a assez peu je dirais, de couverture, mais il y a d'autres backups. La Banque centrale achète des actions, donc oui, il y a d'autres filets de sécurité. Il y a d'autres filets de sécurité. Non, mais j'en reviens à l'Europe, du coup, et je comprends que 10 ans de régulation forcenée en Europe permettent aujourd'hui d'être peut-être plus confortables avec la situation des banques européennes par rapport à leurs pairs américaines ou japonaises. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qu'on fait avec l'exposition aux banques européennes aujourd'hui, sachant quand même que pendant des années, les acteurs bancaires ont réclamé des taux plus élevés en disant c'est bon pour nous, ça va nous aider à faire notre métier. Et là, on se retrouve à un moment où, mince, les taux atteignent peut-être des niveaux qui deviennent compliqués à gérer pour certains acteurs. Qu'en est-il pour l'investissement, le cas d'investissement des banques européennes aujourd'hui ? Ça va se voir dans les résultats. Nous, on s'attend à des résultats encore stratosphériques des banques européennes. Alors certes, les valorisations aujourd'hui sont sous pression de la panique, d'un risque de contagion, mais
il n'y a aucun élément rationnel qui permet de dire que les résultats des banques européennes dans les prochains trimestres seront affectés par ça. Au contraire, le risque de taux est extrêmement bien géré. Donc ce qu'on appelle le déposit bêta, c'est-à-dire la quantité, le taux d'intérêt que récupère la banque de la BCE et qu'elle repasse au client final en Europe est relativement faible. Il y a peu de compétition en Europe, contrairement aux États-Unis. Donc voilà. Et quand on regarde les valorisations, à moins de 6 aujourd'hui, moins de 6 fois les résultats, c'est comme disent les anglo-saxons, un screaming buy. Ouais. Voilà, modulo une psychologie de marché qui devra redevenir un peu plus favorable, peut-être pour que s'exprime la valeur des banques européennes. La psychologie de marché, ça c'est sûr qu'on verra quand elle s'adapte, etc. Mais moi je parlais simplement en fait des résultats. Très clair. Et de ce qu'on peut attendre d'éléments objectifs. Et ils seront très très bons. Merci beaucoup David, merci pour ce décryptage précis, précieux de la situation de marché sur le plan bancaire, notamment avec le choc SVB. Toujours en cours, David Benhamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments. Nous poursuivons la discussion donc avec Vincent Mortier, je le rappelle, à nos côtés en plateau, directeur des investissements d'Amundi, sur la base de ce qui vient d'être décrit par David Benhamou. Vincent, quels sont les éléments qui animent la réflexion du directeur des investissements d'Amundi à ce stade? Et comment est-ce que vous évaluez le changement de donne potentiel lié à la crise SVB? Quand vous regardez des grands déterminants de marché, est-ce que la macro est abîmée? Est-ce que la fonction de réaction des banques centrales a changé? Est-ce que la dynamique de marché, est-ce que les corrélations entre actifs se sont renversées? Voilà, on a 12 minutes, Vincent. D'accord. En fait, sur le marché actions, il y a une réaction assez normale de repricing de risque, de découverte de nouvelles primes de risque. Il faut se rappeler quand même que on est toujours en territoire positif cette année sur les marchés actions aux États-Unis et en Europe. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une correction majeure ou une panique, sauf sur certains titres très précis pour des bonnes raisons. Donc côté marché actions, pour l'instant, on reste quand même constructif sur des niveaux relativement élevés. Ce qui a été frappant, c'est ce qui s'est passé sur les taux. Et c'est là-dessus que vraiment toute l'action s'est concentrée. Les taux américains, le 2 ans a quand même perdu 1% en quelques jours. Ça, c'est quasiment jamais vu. Il faut remonter 30-40 ans auparavant pour voir ça. Le 10 ans US a perdu 50 points de base. C'est quand même assez majeur. Donc le marché envoie un message très fort à la Fed, ou met sous pression la Fed, d'interrompre sa trajectoire haussière. Voire même, un broker ce matin parlait d'une potentielle baisse de taux au prochain meeting. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours appris un dicton don't fight the Fed. Je pense que le marché, alors de manière aussi très technique, parce que beaucoup d'acteurs étaient, notamment des CTA, étaient clairement exposés dans l'autre sens, donc on coupait leur position assez brutalement. Et on verra le chiffre d'inflation, comme vous avez dit cet après-midi, qui va peut-être remettre les pendules à l'heure sur l'importance de continuer le combat contre l'inflation. Mais on pense qu'il serait hasardeux, voire très dangereux pour la Fed de changer sa trajectoire. Alors peut-être que le 50, ils feront 25, mais si c'est 0 ou moins 25, à court terme, ce sera positif pour les marchés, mais à moyen terme, ce sera dramatique. Ouais. Parce que l'inflation ne sera plus du tout sous contrôle, et on va revenir aux années 70. On sait comment ça s'est terminé. Donc, on espère que Powell et ses conseillers et les gouverneurs vont être raisonnables pour ne pas perdre de vue l'objectif quand même fondamental qui est de renormaliser les pressions inflationnistes. À ce stade, vous dites effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue de risk management, la Fed a tout intérêt à laisser le maximum d'options ouvertes sur la table. Je rappelle, pour montrer comment le monde peut changer vite sur les marchés, qu'il y a moins d'une semaine maintenant, Vincent, Jérôme Powell, devant le Congrès américain, témoignait et plaidait
en faveur de la possibilité d'un taux terminal plus élevé encore aux États-Unis et d'un retour à 50 points de base pour la hausse de taux du 22 mars. Quand à l'unanimité, ils étaient revenus à 25 points de base sur celle de février. Le marché pressait un taux terminal à 5,60 ou sous 5,65. On est revenu à 5,10 à peu près. Donc c'est un mouvement très, très violent. C'est trop tôt selon vous, c'est trop tôt pour que la Fed dise stop les hausses de taux. Le seul argument qui pourrait pousser la Fed dans ce sens-là, c'est si elle était convaincue que les conditions financières vont se restreindre, puisque le crédit sera plus compliqué. Bon, ce qu'a expliqué David de manière très claire, c'est un mouvement des petites banques vers les grandes banques. Donc c'est juste un transfert. Je n'ai pas en tête que les grandes banques, avec ces dépôts additionnels, vont être plus restrictives en crédit. Les petites banques, oui. Mais est-ce que le système en son ensemble sera plus restrictif? Ça reste à voir. Donc, si la Fed se base sur cet argument-là, à mon avis, c'est un pari un peu risqué. Et à mon avis, ils vont attendre un peu d'avoir plus de données pour décider. Et on verra aussi si les banques centrales, entre elles, pour une fois, se coordonnent un petit peu. Ça n'a pas été encore le cas ces derniers temps. Mais un scénario mauvais serait une Fed qui fait cavalier seul et qui perd de vue contre l'inflation, et une BCE qui continue son chemin et annonce 50 points de base. Ouais. Ça créerait un décalage, une désynchronisation très forte entre deux banques centrales majeures. Donc du coup, des chocs sur les monnaies, potentiellement, qu'il faut surveiller. L'euro-dollar est assez volatile, mais on pourrait très bien connaître un nouvel épisode fort d'affaiblissement du dollar, typiquement. Dans les éléments qui vont être cruciaux pour voir si la confiance revient, il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il y a le schéma de protection qui a été mis en place très rapidement par les régulateurs américains. Alors, on n'est pas dans le cas Lehman où on se dit qu'on va faire un exemple et qu'on va laisser tomber tout le monde. On n'est pas non plus dans le cas inverse où on se dit qu'on fait un sauvetage global des déposants, des actionnaires, des créanciers et des patrons des banques. On essaye de trouver un chemin un peu intermédiaire qui vise à protéger essentiellement les dépôts des clients d'une banque comme SVB, qui ne sont pas des clients, c'est pas Madame Michu le client de SVB. Non, mais pour dire les choses, c'est des VC, c'est des investisseurs, c'est des sociétés de tech, donc c'est des clients normalement qui sont avertis et conscients quand même d'un certain nombre de risques. Est-ce que le schéma paraît adéquat à ce stade ? Non, puis il faut quand même se rappeler, dans un contexte où effectivement la perte finale estimée, enfin, le risque de perte pour les déposants, à la fin de la semaine dernière était estimé de mémoire à 5 milliards de dollars. Là, à mon avis, c'est zéro, voire c'est un gain compte tenu de l'évolution des taux qu'il y a eu, parce que vu le portefeuille. Donc pour le régulateur, la solution de facilité, et la Fed a été bien inspirée d'agir vite, c'était de faire ce backstop, mais par les banques. C'est les banques elles-mêmes qui... Le fonds de garantie des dépôts, il est abondé par le système bancaire lui-même. Donc s'il y a un déficit, c'est les banques qui vont contribuer. Donc les banques qui ont bénéficié finalement des dépôts vont devoir aussi contribuer à ce fonds probablement. C'est plutôt malin à court terme. Ça gagne du temps. La facilité mise en place aussi est plutôt maligne. Donc c'est tactique, malin, mais ça ne résout pas du tout tous les problèmes moyen-long terme du secteur des banques régionales, qui est quand même important aux États-Unis, et qui, comme disait très justement David, est quand même le Far West. Après, Trump a quand même causé des dégâts. Fort heureusement, en Europe, on n'a pas eu cette tentation. On n'a pas eu Trump non plus. Non. Donc voilà, mais donc il y a une refondation bancaire à faire aux États-Unis, et au passage, s'ils peuvent embarquer le shadow banking, ce serait pas plus mal. Parce qu'en Europe, on est quand même encadré. Les asset managers, l'ESMA nous suit bien. Ouais. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Bon. Modulo le fait que l'Europe se vit comme une puissance réglementaire, et dès qu'il y a matière à réglementer un peu plus, généralement, on n'hésite pas beaucoup. Alors, c'est vrai que l'union bancaire n'est pas encore en place, il faut quand même le rappeler. Ouais. Donc ça fait partie des chantiers qui datent de je ne sais plus quand d'ailleurs. Enfin, ça fait des. Depuis les lendemains de la grande crise financière, ou de la crise souveraine, pour dire les choses. Je ne même plus. Oui, bien sûr, non, mais c'est une piqûre de rappel pour tout le monde, j'imagine, ce qui se passe là aujourd'hui. En matière d'investissement, là, ouais, donc c'est un rappel quand même un call qu'on a depuis très longtemps, c'est la qualité. Ouais. C'est pas pour rien. Ouais. Donc, on a, notamment dans la période actuelle de macro-éco, et après la phase d'inflation qu'on a eue et qu'on continue à avoir,
et les tensions qui arrivent, clairement, on bénéficie de la qualité des bilans, la qualité des résultats, de la visibilité, la capacité aussi à résister aux pressions inflationnistes. Donc cet épisode nous confirme encore plus là-dedans. Donc nous, on était clairement surpondéré grande banque et sous-pondéré petite banque, hein, dans nos portefeuilles. La diversification géographique aussi. Donc on n'a pas du Japon, mais entre le Japon et l'Europe, il y a l'Inde, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., qui s'en tirent quand même assez bien. Ouais. Et les données qu'on a venant de Chine sont quand même très encourageantes. L'Inde est dans une bonne position également. Donc, moyen-long terme, être investi dans ces marchés-là fait du sens. En tout cas, ça décorrèle. Ouais. Donc, sélectivité, et puis essayer d'attraper quelques points d'entrée dans le marché, mais de manière assez agile et il faut un peu patienter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement en ligne avec David pour dire qu'il faut acheter tout de suite le secteur bancaire dans son ensemble. Pareil sur les taux, il y a encore pas mal de volatilité, mais graduellement, on peut se réexposer ici ou là. Sur le marché obligataire et sur les taux, justement, là, après les mouvements que vous avez décrits, Vincent, et au regard des questions encore ouvertes. Alors, nous, on est toujours quand même sur... on serait très surpris que la BCE... deviennent plus molles. Sursoit la lutte contre l'inflation. Donc le taux terminal, la BCE, on est clairement de plus en plus vers les 4%. Même si le marché est un peu en dessous. Sur les taux longs, si on prend le Bund, le BTP, etc., on estime qu'ils sont quand même relativement à un niveau fair de pricing. Donc stratégiquement, on a un fonds de portefeuille qui est quand même investi en Govies. Investment grade, donc crédit de haute qualité, est également correct. Plus on descend en qualité de crédit, plus c'est quand même cher par rapport aux capacités de gains futures. Donc on est quand même beaucoup plus prudent sur le milieu du tableau à yield. Donc tout ce qui est single B, double B. Là, il y a des primes de risque qui ont été bien consommées déjà. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a plus beaucoup de gras en fait à extraire. Dans un contexte quand même macro qui reste incertain et des risques de récession qui sont retardés mais qui n'ont pas disparu. Donc ça, il faut quand même garder à l'esprit. Et on est sous-pondéré US déjà depuis quelques mois. Et on continue à l'être de manière assez franche. Donc on est sous-pondéré US, à peu près neutre Europe et surpondéré Asie, schématiquement. Bon, ça va être une séquence clé, effectivement, jusqu'au discours et jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Donc, il y a ce chiffre d'inflation, il y a les nouvelles projections macroéconomiques, mais quelle valeur est-ce que les investisseurs accorderont à ces projections qui se feront quand même sur la base d'éléments et de mesures prise avant le choc SVB, et puis entre le rôle de régulateur, de garant de la stabilité financière et de la stabilité des prix, il faudra voir comment l'arbitrage se fait. C'est schizophrénique. Oui, donc, ça l'était déjà, ça l'est encore plus aujourd'hui, en ce 14 mars. Merci beaucoup, messieurs. Merci. de votre éclairage sur la situation de marché qui s'est peut-être encore un peu plus complexifiée ces dernières heures et ces derniers jours. Vincent Mortier, directeur des investissements d'Amundi, et David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle édition.